Romain, bonjour. Bonjour Vincent. On est très heureux de vous avoir sur notre plateau afin de parler de marché et de vos fonds, Moneta Multicaps et Moneta Micro-Entreprises, qui au 31 mars étaient l'un et l'autre les meilleurs performeurs de leur catégorie sur 10 ans. Bravo. Alors avant que nous en venions à eux, petite question sur le marché, Romain. Comment le boursier expérimenté que vous êtes vit-il ce retour de la volatilité? Est-ce qu'il l'accueille d'un haussement d'épaule assez indifférent parce que ce n'est qu'un retour à la normale? Est-ce qu'il s'en délecte parce qu'il se dit ça m'offre des opportunités et des décotes? Ou est-ce que ça vous angoisse un petit peu parce que vous vous dites finalement ce retour de la volatilité, il entérine le fait que les marchés ont compris que l'orgie de liquidité avait touché à sa fin. Or, cette orgie de liquidité avait soutenu les marchés actions. Bon, merci Vincent de me donner un panel de réponses toutes pertinentes. Moi, je vois plutôt comme un retour à la normale. La liquidité reste abondante partout. Les banques centrales en créent encore. Il y a là effectivement, et le marché en fait deux angoisses. C'est l'angoisse qui sont toutes les deux contradictoires. C'est l'angoisse de la fin du cycle monétaire, donc que vous citez, mais on n'y est pas encore. Et c'est l'angoisse aussi de la fin du cycle économique. Donc on a ces deux angoisses, et c'est vrai, le marché a baissé à la fois parce que à un moment le cycle monétaire se prolongeait, et à la fois parce que le cycle économique semblait éventuellement ralentir avec les indicateurs avancés. Donc c'est ça qu'on a et je le conçois. Et on l'avait déjà eu d'ailleurs avant la période 2017 qui était particulièrement plate et qui était finalement assez agréable parce qu'on pouvait se reposer dans la gestion. Maintenant, il faut effectivement être plus proche des marchés. On se retrousser les manches à nouveau, c'est ça? C'est éventuellement ça. En tout cas, on avait eu pas mal d'années avec moins de sérénité qu'en 2017. Mais c'était une sérénité de courte durée, on le savait, on l'imaginait bien. Et c'est revenu. Et d'ailleurs, on avait investi dans une petite société qui bénéficiait de la hausse de la volatilité. Une société hollandaise qui s'appelle Flow Traders, qui fait du market making sur ETF. Et elle avait particulièrement souffert trimestre après trimestre parce que la volatilité étant faible, les transactions étaient faibles et ses opportunités d'arbitrage devenaient quasi inexistantes. Et puis tout d'un coup, off, plus 70% au premier trimestre. Malheureusement, c'était qu'une petite ligne et ça n'a fait que 30 points de base de performance. Mais ça a contribué tout de même à la performance. À la marge. Donc, finalement, vous n'êtes pas très inquiet par ce qui se passe actuellement? Si, j'ai toujours été, depuis quelque temps, plutôt prudent. Et je l'ai dit. Mais finalement, le marché a baissé, mais s'est stabilisé et semble retrouver une forme d'équilibre. Donc, il ne faut pas être pessimiste trop tôt. Je pense l'avoir été trop tôt, et après on verra, il faut rester vigilant. Et il faut, je pense, avoir un portefeuille qui puisse être taillé pour des périodes éventuellement plus difficiles. Donc, mais sans nécessairement en les préparant, sans nécessairement les prévoir. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il faut se préparer, mais on ne sait pas finalement ce qui va nous tomber sur le coin du museau. C'est un peu ça. Alors, je reviens aux performances, parce que premier sur 10 ans, avec deux fonds, Moneta Multicaps et Moneta Micro-Entreprises, c'est tout de même une belle réussite. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier lors de cette décennie? Merci de me poser cette question. Je pense qu'on est content bien sûr de cette performance. On est surtout content à ce stade, mais ce n'est pas une garantie pour l'avenir, qu'on ne soit jamais sorti de route. Sur les 10 ans passés de Moneta Multicap, voire maintenant 11 ans ou 12 ans, on n'est jamais sorti de route. C'est-à-dire qu'on a toujours soit fait mieux que l'indice et jamais fait beaucoup moins bien que l'indice. On a fait moins bien que l'indice 2 années, mais c'était dans des marges très raisonnables. Donc ça, c'est une partie de notre gestion, c'est de pas être une gestion typée. On n'est ni une gestion croissance, ni une gestion value. On est une gestion un peu entre les deux. Et ça nous performait, ça nous a permis en tout cas une surperformance plus régulière que certains de nos confrères. Alors la performance et la surperformance ont été régulières en effet. Je reviens aux perfs. Je vais vous taquiner un petit peu et puis je vous pose la question un peu à chaque fois qu'on se voit, mais c'est vrai. Donc premier sur 10 ans avec Moneta Micro-Entreprises et Moneta Multicaps. Encore une fois, bravo parce que c'est plutôt méritoire. Mais on a l'impression que la surperformance a eu tendance à un peu réduire par rapport à certains de vos concurrents sur 5 ans et sur 3 ans. Est-ce que cela résulte en fait de deux choses? Premièrement, cette prudence que vous avez alléguée et deuxièmement, la maturité des fonds que vous gérez. Aujourd'hui, Moneta Multicaps, c'est plus de 3,5 milliards d'encours. Donc,
on doit aussi piloter ça en fonction de la liquidité, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, on le fait en fonction de la liquidité. Non, Et un peu au détriment de la perf, finalement. Alors j'espère que non, hein, pour être franc. Comme on n'est ni grosse ni value, si vous voulez, notre performance est peut-être plus régulière. Et on a. C'est toujours difficile d'expliquer la performance après coup et encore plus avant coup, hein. Donc avant coup, c'est même on ne le fait pas. Après coup, on travaille beaucoup là-dessus. On peut toujours trouver des valeurs qui nous ont servi, des valeurs qui nous ont servi, mais ça ne permet pas d'expliquer. Donc c'est vrai qu'on a une performance qui jusqu'à présent a été plus régulière. On a eu des très bonnes années encore récemment, malgré la taille de 2017 est une bonne année. Je crois qu'on a fait 4 ou 5% de mieux que l'indice dividende réinvesti. Donc vous voyez, c'est notre moyenne depuis l'origine sur Moneta Multicap, c'est 5% de mieux que l'indice. Donc on a encore fait ça en 2017. Ah mais les performances restent bonnes. Hein. Oui, oui. Donc vous voyez, c'est très compliqué à expliquer. Mais être premier sur 10 ans, c'est très bien. Être dans les premiers sur 5 ans, c'est bien. Je ne tirerai pas de conclusion, mais à nouveau, on a une performance qui est un peu plus régulière que jusqu'à présent que la plupart de nos confrères. C'est ce qui a fait notre succès. Du coup, la taille est venue. Ce n'est pas forcément la taille aujourd'hui qui est en handicap à la performance. C'est plus difficile cependant. Il faut gérer en fait plus dans la durée. Et je dirais c'est un bon handicap parce que c'est comme dans des courses d'équipage de chevaux. On donne du poids de handicap pour les favoris, donc on est content d'avoir ce poids. Mais est-ce que aujourd'hui... Mais je vous ai pas répondu. Non, et c'est pour ça que je réattaque un petit peu, parce que je reviens tout de même à la liquidité. J'ai l'impression que, à regarder le portefeuille de Moneta Multicaps, c'est vraiment quelque chose que vous privilégiez aujourd'hui. Et d'ailleurs, la part des plus petites valeurs dans le portefeuille me semble plutôt restreinte par rapport à ce qu'elle a pu être à des périodes antérieures. Oui, et ça, c'est une bonne observation. Ça ne nuit pas la performance. En tout cas, on a plutôt fait ça pour, nous espérons, gagner en performance. On a eu des années incroyablement glorieuses pour les petites et moyennes valeurs. On a, comme vous l'avez dit, une abondance de liquidités sur tous les marchés. Ça veut dire que la traditionnelle décote d'illiquidité qu'on a sur des actifs peu liquides s'est réduite et même parfois a disparu. Donc entre deux valeurs qui ont les mêmes intérêts financiers, c'est-à-dire le même type de valorisation, qui offrent le même type d'upside, je préfère entre les deux toujours la plus liquide. Et aujourd'hui, dans les valeurs plus liquides, j'ai plus de choix que précédemment quand j'arbitre des valeurs moyennes par rapport à des grandes valeurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs importantes, donc ce qu'on appelle nous les grandes valeurs, c'est 57% de Moneta Multicap. Les valeurs moyennes, alors que d'habitude c'est plutôt un peu moins de 50, et les valeurs moyennes sont aujourd'hui à un quart, alors que d'habitude elles sont plutôt à un tiers ou un peu plus qu'un tiers. Est-ce que dans Moneta Micro-Entreprise, on a également cette montée du poids des grandes valeurs par rapport aux plus petites ? Oui, alors micro-entreprise a toujours été aussi un petit multicap, hein, avec toujours 3 catégories de valeurs, mais bien sûr une majorité de petites et de moyennes. Mais aujourd'hui, dans micro-entreprise, on a un peu moins d'un quart de grandes valeurs. Pour les mêmes raisons, il y a eu d'autres périodes où on a eu cet équilibre. Nous, aujourd'hui, on considère que la liquidité n'est pas pricée. Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura éventuellement des chocs de liquidité sur le marché des actions. Hein, ce n'est pas parti pour ça avec les banques centrales. Mais comme ce n'est pas pricé, on ne voit pas pourquoi on prendrait le risque. Et donc, on est plus sélectif sur les valeurs petites et moyennes. On espère bien sûr, comme on l'avait fait lors de la crise de 2008-2009, plutôt profiter des problèmes de liquidité des marchés que nous-mêmes en pâtir. Oui, donc vous gardez du cash aussi pour saisir des opportunités ? Oui, on a du cash aussi, peut-être aussi pour réduire peut-être la volatilité du fonds. On est sur des valeurs qui sont parfois un peu volatiles, donc ça nous permet d'un peu réduire la volatilité, plus que d'avoir des liquidités en tant que telles, puisque les valeurs très liquides qu'on a sont quasiment des liquidités. Est-ce que dans le contexte actuel, il y a une typologie de valeurs qui ressort dans votre sélection ? Oui, on a bien les valeurs qui ne sont pas endettées ou peu endettées. Hein, la dette est abondante, peu chère. Un jour, elle sera un peu plus chère et peut-être qu'un jour, elle sera beaucoup moins facile à obtenir. D'ailleurs, on a déjà commencé à avoir des arbitrages un peu brutaux du marché vis-à-vis de valeurs dont la dette pouvait poser question et la rentabilité aussi. Oui, il y a eu des baisses effectivement de valeurs qui étaient endettées, qui s'est constatée plutôt sur une période récente, c'est-à-dire plutôt sur les 2-3 derniers mois. Des valeurs qui avaient fait l'objet de LBO, hein, des valeurs comme Elis, pourtant qui n'a pas déçu, des valeurs comme SPI, qui sont aussi des valeurs assez endettées, sont à un niveau relativement bas par rapport à leur cours le plus haut. Et c'est, je pense, le début de la prise en compte
de la dette dans l'évaluation des entreprises. C'est toujours un sujet très difficile, mais c'est un sujet sur lequel moi je suis obsédé depuis toujours. Et il faut se souvenir des crises financières. Les crises financières sont souvent des crises de liquidité et les marchés ne sont pas toujours ouverts à tout moment. Les sociétés que j'ai citées sont des sociétés qui ont une dette qui est bien structurée, hein, mais quand les marchés ont peur, les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Jettent le bébé à l'eau du bain. Au début, il y a peut-être une petite sélection et après, voilà. Donc nous, on est peu investis sur ces valeurs-là. Quand nous avons conversé quelques instants avant cette émission et cet enregistrement, vous m'avez dit, en ce moment, j'ai plutôt une analyse de brocanteur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on regarde, voilà, on est des gens, on ne cherche pas la meilleure valeur du monde, on ne cherche pas bien sûr non plus la pire, on cherche le meilleur rapport qualité-prix. Donc un brocanteur, ça veut dire c'est bien. On va à la brocante, c'est-à-dire on achète des valeurs qui sont un peu cabossées, mais qui ont vraiment le prix de société totalement déprécié. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche. Par exemple, les banques, c'est effectivement pas forcément des valeurs qui font rêver aujourd'hui, mais on a vraiment un prix de brocante par rapport à des niveaux de valorisation du marché qui sont relativement élevés. On a un price earning de 10 sur BNP Paribas, qui est bien capitalisé, qui n'est jamais sorti de route au cours de ces dernières années, qui a un contrôle des risques qui n'a été pris à défaut que lors d'un problème de transactions avec des pays sous embargo, mais qui a pu être supporté parce que la BNP avait par ailleurs une gestion qui était prudente et des réserves je dirais, de fonds propres. Donc voilà, trouver une telle valeur à 10 fois le PE, d'accord, les perspectives bénéficiaires ne sont pas enthousiasmantes, d'accord, ce n'est pas le nouveau Google des années 2025, mais c'est une banque qui a un passé qui parle pour elle et à mon avis un avenir qui est relativement serein. Et pour moi, c'est une bonne opportunité, donc c'est une des lignes importantes du portefeuille. Et qui pourrait à terme profiter de la remontée des taux. Et bien sûr, on a peu de valeurs qui... Alors la remontée des taux, nous, on l'attend depuis longtemps, au moins 2-3 ans, et donc on finit par ne plus l'attendre. Mais si jamais elle arrivait, effectivement, les banques et les assurances seraient parmi les rares sociétés qui en bénéficieraient. Parmi les valeurs un peu cabossées, il y a du Publicis également dans vos portefeuilles? Voilà, on avait fait une ligne en Publicis il y a quelques années qu'on avait abandonnée à temps, parce qu'on avait vu effectivement l'environnement qui se dégradait. Aujourd'hui, on aime bien ce type de société, parce que c'est une société qui n'a quasiment pas de dette. C'est une société qui pense être en crise, ou dont les gens disent qu'elle est en crise, mais elle fait quand même 15% de marge d'exploitation. Donc il y a peu de sociétés de services qui font 15% de marge et qui sont en crise. Alors ils visaient plus et ils n'ont pas eu plus, mais 15% c'est... Le résultat d'exploitation, c'est quasiment du free cash flow, c'est-à-dire en fait un résultat qui pourrait être distribué en dividendes. Et s'il était distribué en dividendes, ça ferait 8% de rendement de dividendes. Donc je n'ai pas besoin de croissance quand j'ai une société qui a cette caractéristique financière-là. J'ai un nouveau management, j'ai une société qui se sent en crise depuis plusieurs années, qui a des plans qui n'ont pas abouti, qui est maintenant le dos au mur, qui est à mon avis correctement armé pour faire face à une situation. Et pour moi, c'est un bon rendement risque-rentabilité. Et c'est sûr que c'est peut-être une bonne découverte dans la brocante du marché actuel. Vous avez allégé vos positions sur Nexans. Ça a été un cas d'investissement dans lequel vous avez beaucoup cru. Je me souviens, il y a 2 ans, vous en parliez déjà. Et j'ai l'impression que le titre vous a un peu déçu tout de même. Oui, on y a cru beaucoup. Et d'ailleurs, on y a cru à un moment qui était difficile pour la société Nexans, où il y avait un plan qui était présenté. On a pensé que ce plan avait des chances d'être réalisé. Il a été réalisé. Et donc, c'est une contribution positive à la performance de nos fonds sur la durée. Après, c'est vrai que peut-être que l'environnement de cette société, les métiers de cette société étaient un métier peut-être un peu plus difficile que ce qu'on aurait imaginé. Donc, c'est vrai, le nouveau plan présenté récemment par Nexans a déçu l'ensemble du marché et le titre est relativement en retrait par rapport à ses plus hauts récents. Pourquoi l'apparition de FFP, la holding familiale de Peugeot, dans les principales positions? Alors, vous savez, on aime bien les valeurs d'actifs qu'on peut comprendre. FFP, c'est un actif qui est peu liquide pour le coup. Alors, en revanche, qu'il n'a quasiment pas de dette, ou environ 10% de dette par rapport à les actifs, ce qui n'est pas important. Nous sommes positifs sur Peugeot, et c'est 40% de l'actif du fonds. Le fonds est géré de manière relativement non dispendieuse, donc économe, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés holding que nous avons ou que nous étudions et qui sont cotées en Europe. Et la décote est particulièrement importante,
qui, à mon avis, est liée à la relativement faible liquidité du titre, mais aussi à une politique de communication un peu discrète de la société qui pourrait évoluer avec le temps. Et c'est vrai que ça nous paraît une bonne opportunité. On a le sentiment tout de même que c'est aujourd'hui plus difficile de trouver des idées. Je me trompe? Oui, mais ce n'est pas forcément un mauvais signe, si vous voulez, parce que pendant la crise de la zone euro, les gens n'avaient pas d'idées. Et pourtant, il y a des affaires incroyables à faire, mais on n'osait pas tous les faire, ou on n'osait pas tous les faire aussi largement que ce qu'on disait. Et quand on avait des actions en portefeuille, on était suspect d'avoir des actions en portefeuille, il fallait argumenter sur le fait d'avoir des actions. Donc, c'est pas qu'on a moins d'idées, qu'on est plus dans le brouillard, que c'est forcément annonciateur de quelque chose. Voilà, j'ai été prudent, je ne suis pas sûr. Vous voyez, le marché a finalement correctement tenu. L'économie, il y a des signes annonciateurs de petits ralentissements. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des ralentissements, des indicateurs avancés qui baissent. Voilà, ça fait partie de la vie des marchés. Il ne faudra pas en tirer de conclusion. Et moi, je ne connais que des gérants qui n'ont pas d'idées, qui racontent toujours les idées qui ont bien marché sur la période récente, mais qui ont plus de mal à s'exprimer sur leurs idées futures. Moi, vous m'avez cité FFP, ça je pense que c'est une idée raisonnable. Les banques, c'est une idée qui peut marcher, encore faut-il qu'il n'y ait pas un retournement économique complet, mais dans ce cas-là, on est peu protégé. Un des avantages aussi de valeurs plus domestiques, c'est, vous savez, comme l'euro est fort, les effets de conversion sont très négatifs, hein, et donc vous avez des sociétés internationales qui ont une croissance comme L'Oréal, mais qui ne se traduit pas dans leur chiffre d'affaires publié, parce que bien sûr, quand c'est converti en euros, c'est converti avec des euros qui sont forts, et donc les banques n'ont pas ce tracas-là. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire dans le marché, et il faut trouver notre voie. C'est pour ça qu'on est de nombreuses analystes chez Moneta, tous attelés à essayer d'en trouver. Et j'espère que nous en avons dans le portefeuille et que nous en parlons fièrement dans quelques trimestres ou dans 1 ou 2 ans. En tout cas, on va vous réinviter, c'est certain, Romain, pour en parler. Bravo encore une fois pour cette décennie écoulée, parce que 2 fonds meilleurs performeurs sur 10 ans, c'est tout de même appréciable. Romain, merci. Merci Vincent.